On va peut-être se donner une dizaine de minutes de discussion. Je précise, pour vous rassurer, il n'y aura pas de café, non pas par conflit d'intérêts, parce qu'on aurait eu peur d'être arraisonné par une société malfaisante qui aurait un peu biaisé notre regard sur la biomédecine, mais uniquement parce que ça ne se fait pas à l'Assemblée nationale, donc ça nous donnera un peu plus de temps. Mais on fera quand même une petite rupture, une pause psychologique pour les unes et les autres. Juste que je voulais dire en marge de ce qu'a dit Hervé à l'instant, le rapport Belmont, qui est un rapport important de 78, avait été demandé par Walter Mondale, c'est-à-dire c'est un rapport qui avait été avec une commission présidentielle, donc une demande des politiques. Ça a tout à fait à voir avec notre sujet, avec les trois pivots, en quelque sorte, de la bioéthique anglo-saxonne, qui était la notion de justice, effectivement, que tu évoquais, la notion de bienveillance et la notion de respect. La vraie question, et ça a été un peu évoqué par Jean-Louis Touraine, est-ce qu'on n'a pas maintenant, dans les années qui viennent, à reprendre un certain nombre de concepts précisément de la bioéthique. C'est-à-dire, il évoquait, Jean-François Delfraissy, la notion d'inventivité. Est-ce qu'on ne doit pas être inventif? C'est nous ce qu'on attendra aussi des conclusions de ces états généraux. Ça, c'était le premier point. Puis, dans les initiatives que Mao, mon successeur, vont prendre dès la rentrée prochaine, pour les gens qui sont ici présents, et tout à l'heure, tu disais, la société n'est peut-être pas totalement présente dans sa représentativité. Moi, je te le dément. C'est-à-dire, les gens qu'on a rencontrés, ça va de l'étudiant, j'allais dire, au retraité, en passant par vraiment toutes les composantes. C'est ça ce qui nous a frappé. Donc, on mettra à votre disposition un séminaire d'accès au texte de la bioéthique. Parce que, effectivement, on a évoqué, par exemple, les déclarations de l'UNESCO. Il y en a deux qui sont fondamentales. Il y a des textes très importants. La déclaration d'Helsinki, qui est revue et qui est en cours de révision. Et donc, on s'est dit, pour accompagner la suite, c'est-à-dire l'appropriation par la société, par les gens qui s'intéressent, qui sont tous des relais, notamment, on a été très attentifs au milieu de l'enseignement. Donc vous aurez des séminaires réguliers où on étudiera les textes. Ce ne sera pas des études bibliques, ce sera des études textuelles, et vous verrez la richesse, parce que ça a été évoqué déjà, du patrimoine universel qui s'est développé, notamment après Nuremberg en 1947, et avec la déclaration d'Helsinki, première version 63, etc. Donc vous aurez encore des rendez-vous. Passez de bonnes vacances, parce que vous aurez besoin d'avoir toute votre tonus pour suivre les propositions de l'espace éthique dans les mois qui viennent. S'il y a 3-4 questions, je suis Baudor, parce que maintenant j'ai l'habitude de cette salle, enfin de la composition de cette salle. S'il y a 3-4 questions, prenons 3-4 questions, mais qu'elles soient un peu représentatives, et ensuite on conclura de cette première partie, sachant que la deuxième partie va nous ouvrir aussi à des problématiques avec une approche plus juridique. Qui est-ce qui prend la parole? Donc une philosophe, qu'on remercie d'ailleurs d'accompagner aussi notre cheminement. Bonjour, je suis Françoise Clael-Sedrapeau, j'enseigne la philosophie, entre autres, à l'espace éthique. Et en ce qui concerne la relation entre éthique et politique, j'aurais une question à vous poser sur la place que vous voulez laisser à l'enseignement de l'éthique, d'une part, bien sûr, pour les futurs médecins, l'ensemble des soignants, mais également dans les lycées, enseignement de ce sens des limites pour la recherche, et également peut-être un enseignement de l'éthique de la discussion, puisqu'on a pu remarquer que c'était une question qui se posait. On a tous, les uns et les autres, je crois, besoin d'être formés à ça. Il va y avoir des débats qui vont continuer à s'organiser. Il y aura quelque chose au lycée Henri IV, il y a peut-être des représentants ici. J'ai entendu parler de très beaux débats dans des lycées de province, dans les universités, pas nécessairement les universités de médecine. Qu'est-ce que les politiques peuvent faire pour que cet enseignement, dès le plus jeune âge, puisse trouver sa place, entre autres, dans les lycées? Je vous remercie. Je compléterai peut-être pour Jean-Louis Touraine qu'on lui a fait la proposition, de la même manière que dans la dernière loi du 7 juillet 2011, on aborde l'enseignement et la sensibilisation des lycéens aux questions de dons d'organes. Est-ce qu'il n'y aura pas effectivement, en termes de proposition, cette nécessité, puisque la demande est extrêmement forte, et je sais que Jean-François Delfraissy a été très attentif à nous sensibiliser quasiment à la mission d'aller voir les académies, et ça s'est très bien passé. Peut-être la question à Jean-François Delfraissy, et surtout dans un premier temps à Jean-Louis. Oui, merci de cette question. Vous imaginez que je suis à 200% derrière votre proposition, et je regrette que ça ne soit que très insuffisamment accompli aujourd'hui. Déjà chez les professionnels de santé, où la formation est insuffisante. C'est mieux que dans le passé, mais c'est encore insuffisant, et je dirais que c'est un peu laissé aux initiatives individuelles. Il y a encore trop souvent des cours théoriques et pas de participation interactive
et de développement d'une réflexion éthique. Parce que ce qui importe, c'est que le médecin de demain soit formé dès ses études à l'élaboration de sa pensée et de sa réflexion en contact des autres. Il va être forcément en contact du malade, mais aussi en contact de certains de ses confrères, les différents points de vue devant aboutir à une décision, mais devant se respecter les uns les autres. Et tout cela, évidemment, c'est pas dans un cours théorique que ça peut être enseigné. Il faut que ce soit plutôt des exercices pratiques qui le font. Bon. Donc, il y a des progrès à faire. J'ajoute qu'il faut le faire, et de plus en plus, pour les autres professionnels de santé, les infirmières qui demain auront de plus en plus de tâches de responsabilité avec les pratiques avancées. Et donc, c'est vraiment tout à fait important. Alors maintenant, pour les lycéens, moi, je pense que vous avez 10 000 fois raison. Je vous suggère, et je peux le transmettre aussi d'ailleurs, mais d'écrire à Jean-Michel Blanquer, parce que la difficulté qu'on peut avoir avec l'éducation nationale, c'est que chaque fois qu'on aborde cela, ils nous disent non, mais leurs programmes sont trop chargés, c'est pas la première priorité, il faut d'abord que... Alors, on leur avait dit déjà avec Jean-François il y a des années, au début du SIDA, on disait non, c'est bien de faire des têtes bien pleines, mais il faudrait peut-être quand même que vous leur appreniez à rester en vie, hein, parce qu'à l'époque, c'était ça la question pour des adolescents, il fallait qu'ils restent en vie au moment où ils avaient à côté d'eux des virus mortels qu'ils pouvaient contracter sans connaître les moyens de protection, puisque c'était... Bon, et ça a été pas simple, ça n'a pas été simple du tout de convaincre. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, ça n'est pas tellement plus simple, malgré les efforts déployés, puisque, oui, il y a quelques enseignements sur un sujet ou sur l'autre. Les dons d'organes, c'en est un. Les questions de procréation médicalement assistée, les autres en sont d'autres. Pour autant, c'est extrêmement disparate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme aussi construit que s'agissant de l'enseignement des mathématiques, du français, de l'histoire et que sais-je. J'ai rassuré Jean-Louis Touraine avant de donner la parole sur ce sujet à Jean-François Delfeissy. Nous, on a un démenti fondamental à votre approche avec les enseignements civiques et moraux, les ECM. On a rencontré les 3 académies. On a organisé avec l'Académie de Créteil, avec le recteur, les enseignants, une journée passionnante qui a été introduite d'ailleurs par votre collègue Jean-François Eliaou. Il y a eu des conclusions qui ont été d'ailleurs apportées au CCNE. La demande est extrêmement forte. Donc si un parlementaire comme vous, demain, rédige une petite note au ministre de l'Éducation nationale, sachez que les enseignants sont plus que demandeurs. Ils nous demandent, ils nous sollicitent. Et on verra, parce que Jean-François va parler de son initiative dans quelques jours au CCNE. Voilà, je me permets de dire que les choses, le contexte est beaucoup plus favorable. Ah, ça j'en suis persuadé, Mais ce que je dis, c'est que la réalisation, pour l'instant, est assez hétérogène, selon les différentes parties du territoire national et d'un lycée à un autre même. Donc il n'y a pas une volonté dans l'organisation centrale qui a été suffisamment poussée pour que cela soit... Alors, c'est un très très bon point de savoir qu'il y a l'appétence. Donc on peut partir de là. Mais il nous faut ensuite vraiment qu'il y ait une organisation et probablement des directives émanant du ministre de l'Éducation nationale lui-même. Moi, juste 3 commentaires. Bien sûr, je partage ce que dit Jean-Louis. Vous avez fait une très belle remarque, madame. Ça dépasse l'aspect bioéthique. C'est apprendre à nos plus jeunes le sens de la construction du dialogue et de savoir écouter l'autre. Hein. Et c'est quand même une des grandes faiblesses du modèle français par rapport au modèle anglo-saxon, qui apprend à travailler ensemble sur un sujet, même si les égos vont reprendre ensuite. Mais alors qu'en France, on construit nos enfants et nos petits-enfants en des individualistes et non pas de construire ensemble. Le CCNE fera une proposition dans l'avis que je vous ai donné sur cet aspect de formation et de poursuite de formation, donc fera une préconisation, hein, donc qui est en train d'être travaillée. Et puis ensuite, si je regarde, par exemple, ça va très loin, en fait, la réflexion, parce qu'en médecine, je ne vois pas comment on pourrait faire plus mal. Hein. Il y avait jusqu'à maintenant 3 heures de formation à la bioéthique. Les doyens se sont récemment réveillés un tout petit peu. Mais si je regarde, par exemple, l'introduction du numérique en santé,
Moi, je me suis mis face à une machine de big data à Boston avec le MIT sur des diagnostics vraiment très très difficiles. 30 ans de formation de prof de médecine qui crée un cas très très difficile. Et la machine, vous lui donnez les données et elle vous dit, vous allez prendre un café, vous revenez 5 minutes après et elle vous donne non seulement les hypothèses diagnostiques, celui qu'elle retient, mais ensuite les éléments thérapeutiques. Bon. Donc ça secoue quand même, hein, ça secoue un peu. Bon. Après, on peut s'interroger aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer à sélectionner sur numérique et santé? C'est un peu en dehors du débat, mais c'est dedans quand même. Est-ce qu'on continue à sélectionner nos étudiants en médecine avec un concours très difficile, de bac S, mention très bien, une prépa privée, et alors que les gens qui ont une connotation de sciences humaines et sociales, qui sont issus du milieu philo, sont complètement éliminés d'avance. Et donc on a évidemment 10 ans plus tard un type de médecin qui est programmé pour quelque chose qui dans 10 ans, c'est plus du tout ce qu'il faut, quoi. C'est plus du tout ce qu'il faut, quoi. Et il faut revenir il faut bien sûr toujours des scientifiques, c'est pas ce que je veux dire. Il faut toujours des bac S, mais il ne faut pas seulement que des bac S et des mentions très bien. Et on a besoin d'avoir un retour de sciences humaines et sociales. Les anglo-saxons sont en train de le comprendre. Donc ça va dans le même, il faut aussi prendre en compte à la fois le sens général et le débat tel que vous l'avez très bien posé, et puis c'est une sorte d'éthique en mouvement et de réflexion en mouvement, parce que les innovations sont là, et donc il faut savoir en prendre aussi les éléments positifs à certains moments. Évoquer la rencontre au mois de mai des lycéens organisée par le CCNE. Alors, nous avons une rencontre que nous organisons avec le CCNE chaque année avec une série de lycées, des lycées à la fois de lycées parisiens, mais aussi des lycées des classes de la banlieue nord de Marseille, enfin des choses un peu lourdes, hein, ou du 9-3. Et ben, ça tombe très bien parce qu'on a invité le ministre de l'Éducation nationale à venir en fin de matinée écouter ces jeunes lycéens. J'attends toujours la réponse, mais enfin je pense qu'elle va arriver. Pour revenir sur le sujet économique, qui est une tension majeure sur laquelle le politique a un rôle majeur. Jean Lacroix-Saint-Guilly, je travaille dans un hôpital de l'assistance publique. Et alors la tension économique, c'est qu'actuellement, on a une pression énorme pour justement faire des économies. Mon groupe hospitalier est en cessation de paiement, paraît-il. On nous demande de rendre en dizaines de millions d'euros de l'argent. Il faut trouver absolument des ressources. Et ma question, elle est double. C'est premièrement, comment éviter que ces contraintes économiques absolument majeures, financières, ne se fassent aux dépens de populations fragilisées de tout type, liées à l'âge ou à la pathologie. Ça, c'est un premier point, et le rôle du politique est majeur là-dedans, c'est le problème des choix. Et deuxièmement, comment la communauté peut-elle prendre en charge, dans ce contexte économique extrêmement contraint, un certain nombre de choix qui sont des choix de groupe, aux dépens de quelle pathologie chronique, en sachant que c'est toujours très difficile pour le politique de faire des choix, parce que ça se fait de façon dialectique difficile. Donc il faut certainement à la fois favoriser ce qui nous unit et favoriser ce qui est au profit de la totalité. Donc j'aimerais bien vous réentendre sur ce sujet. Je précise donc que Jean est responsable d'un service de cancérologie à Thonon, à la PHP, et qu'il a beaucoup contribué. J'ai envoyé des textes aux États généraux. J'enverrai aussi son dernier texte à Jean-Louis Touraine, puisque c'est sur la fin de vie, c'est sur le débat, notamment sur l'euthanasie. Moi, juste, ça me permet de rappeler que nous avions fixé le périmètre des États généraux avec 9 grands thèmes, et puis qu'on avait évidemment laissé la porte ouverte à ce qui pourrait sortir des débats ou des auditions. Et il y a un 10e thème qui s'est mis au rendez-vous, qui est la place du patient dans le système de santé. Ça s'est ressorti en transversal de façon extrêmement forte, à l'occasion, y compris soit de grandes innovations technologiques autour d'intelligence artificielle, du numérique, mais aussi de la génomique, mais aussi des choses plus complexes, hein, autour de ce sentiment de malaise par rapport à la prise en charge de la fin de vie. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose qui va sortir et qui sort des États généraux, et que donc nous allons faire sortir, et c'est normal, hein, puisque ça sort des États généraux, comme un des points essentiels. Et ça pose la question
l'économie en est un, il y en a d'autres, hein, c'est comment va se situer où les citoyens considèrent que c'est en train de beaucoup bouger, bon, que le modèle est en train de changer, qu'ils sont en train de perdre un certain nombre de repères, et aussi, il faut bien le dire, hein, ça n'a pas été du tout évoqué ce matin, mais d'une certaine défiance qui commence à s'installer de la part de la population française vis-à-vis à la fois de ces médecins ou de ces scientifiques. Hein. Et c'est quand même ça aussi un des grands enjeux des États généraux et de la suite, c'est d'éviter qu'on tombe dans un modèle qui soit proche de celui des USA, qui ont par ailleurs d'autres avantages, mais pas celui-là en tout cas, et d'essayer de rétablir ce travail de confiance. Alors, sur aspect économique et bioéthique, je pense qu'on est partagé au sein y compris même au sein du CCNE sur ce sujet. Hein, c'est-à-dire certains considérant que ça doit se situer, les grands sujets de bioéthique ont été très, très bien évoqués, sur lesquels je n'ai pas voulu discuter, se situent au-dessus des aspects économiques. Bon, moi, je ne le pense pas. Hein, c'est ma position personnelle. Je ne le pense pas. Et je pense qu'au contraire, c'est un des sujets qui est important parce qu'il y a des choix très difficiles et qui portent en eux une série de grandes questions de bioéthique. Donc nous avons fait rentrer d'ailleurs au CCNE, lors du dernier renouvellement, une économiste de la santé, hein, pour nous éclairer à partir de certains sujets autour de cela. Et à certains moments, on voit bien que ce sont des questions qui vont se poser dans les années qui viennent. Et le modèle français qui a été de dire on prend toujours toute l'innovation et forcément, et bien sûr, je suis le premier en tant que médecin, j'ai poussé à ça, mais va avoir quand même ses limites. Si vous avez les nouveaux traitements anti-cancer qui sont une révolution et où chacun des patients qui a un cancer doit pouvoir accéder à ce type de traitement, sauf que c'est 500, 600 000 euros par an et avec des traitements continus. C'est-à-dire qu'un système ne peut pas tenir. Enfin, il faut qu'il y ait une vraie discussion. Donc ça pose la question, pourquoi ça vaut 500 000 euros ? Ah bon ? C'est vraiment, ça vaut 500 000 euros, hein. Et est-ce que le médicament n'est pas une sorte de début de bien public mondial, hein. Je ne suis pas un révolutionnaire vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, mais enfin, on peut quand même commencer à se poser des questions. Et le CCNE rendra un avis sur l'accès à l'innovation thérapeutique à partir du mois de septembre, quand on aura repris nos émotions après les États généraux, si je peux dire. Et puis, ça pose aussi la question de comment se construit un choix. Et on voit bien qu'il y a des différences aussi en Europe, entre le modèle anglais qui est un modèle qu'on a considéré comme assez dur, parce que refusant à certains moments des accès à des innovations innovantes, sauf qu'ils le font dans une vraie discussion choisie entre les politiques, les professionnels et également la représentation des associations de patients. Et en France, nous ne l'avons pas fait jusqu'à maintenant et on n'a pas réussi à construire ce type de débat citoyen jusqu'à maintenant. Et donc c'est un des enjeux, évidemment, du post-discussion autour de la loi de bioéthique, même si c'est plus large, je vous l'admets volontiers. Donc voilà ma réponse. On va conclure, mais pour faire plaisir à Jean, il y a aussi une nomination moi, qui m'a plu au CCNE. C'est Claire Hédon, la présidente d'ATD Quart-Monde. Et jamais le CCNE n'avait la représentativité, d'une certaine manière, du quart-monde pour prendre cette question. Et quand on connaît la position et la figure qu'est Claire Hédon, journaliste et militante, on sait qu'elle défendra aussi cette cause dans ce type d'arbitrage. Je vous propose une pause de 10 minutes. Tout à l'heure, Jean-Louis Touraine, comme c'est lui qui va faire il voulait intervenir, mais je pensais que c'était toi qui allais faire la conclusion. Donc, oui. Juste 2 mots. Là-dessus. Le premier, c'est que l'intérêt de la bioéthique et de la discussion bioéthique, c'est de faire de cette question une question systémique. C'est-à-dire on ne peut pas isoler le prix du médicament, de l'accès aux soins, de la question de comment on fait les choses. Et pour revenir, par exemple, aux lois de bioéthique et aux discussions qui sont en cours, aujourd'hui, on rembourse des procréation médicalement assistée avec fécondation in vitro à des femmes de 41 ans dont on sait qu'elles ont 1% de succès, avec le coût personnel, avec le coût médical. Et à côté de ça, on interdit à des femmes plus jeunes de préserver des ovocytes, qui auraient également un coût, mais qui auraient certainement une efficacité en termes de procréation différente. Voilà typiquement... Si on n'évoque pas les choses d'une façon systémique, si on reste juste au niveau du coût, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rembourse, si on ne l'intègre pas dans une question de comment voulons-nous vivre et quel est notre objectif étant
dans ce cas-là, par exemple, de faire naître des enfants, eh bien, on n'y arrive pas. Et puis, pour faire un peu de publicité sur les notes à venir, au niveau de l'INSERM et au niveau du comité d'éthique de l'INSERM, on travaille sur une note sur l'innovation frugale. Vous savez, chers collègues, qu'en matière thérapeutique d'une façon générale et de cancérologie en particulier, on est capable de faire du repositionnement de médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui existent depuis 40 ans, qui sont tombés dans le domaine public, on découvre qu'ils ont des vertus thérapeutiques annexes à celles pour lesquelles ils avaient été décrits, en particulier en cancérologie, et là ça coûte plus 500 000 €, ça coûte autre chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un plan national pour ce repositionnement? Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas l'innovation frugale? C'est des questions sur lesquelles on réfléchit. Si on ne fait pas dans le systémique, ça ne sert à rien de prendre à chaque fois les problèmes par le petit bout de la lorgnette. Merci à vous trois de ces belles interventions. Donc Jean-Louis Touraine conclura tout à l'heure. On aura une deuxième partie dans 10 minutes. C'est Valérie Depatte, donc, que vous connaissez puisque c'est la conseillère, j'allais dire, en bioéthique de l'espace éthique qui présidera cette deuxième partie qui sera tout aussi passionnante que celle qui a été ouverture.